Vanilla, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux. C'est le sujet des pervers narcissiques. Alors, les pervers narcissiques, aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu une mode. On en entend beaucoup parler, mais il y a quand même de très grosses différences et c'est quand même assez ciblé. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire de ce que tu as vécu et tout ce que tu as vu, tes échanges avec divers psychologues, etc. Alors déjà, c'est très bien que tu explicites le fait que aujourd'hui il y a des pervers narcissiques à tous les coins de rue. Voilà. Le mec, il t'a pas rappelé le lendemain de t'avoir ken, c'est un pervers narcissique. Non, c'est juste un gros connard. Bon, mais ça, il y en aura de tout temps. Il faut aussi faire bien le distinguo entre quelqu'un qui est une personnalité manipulatrice, un manipulateur, et un pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est vraiment une pathologie reconnue par un psychiatre. Enfin, c'est dans le DSM, etc. Donc c'est une vraie pathologie. Le manipulateur, son but, ça va déjà on participe tous, j'ai envie de dire, à notre échelle, au quotidien, à des petits jeux de manipulation. Mais c'est pas. Enfin, moi, je sais que si j'ai la flemme de me lever du canapé, je vais dire, oh, j'ai soif, il fait chaud. Faut qu'on me dise, attends, je vais te chercher à boire. Bon, on va dire que, dans le fond, c'est peut-être de la manipulation, mais c'est mignon, tout le monde y participe. Ben, t'as eu une bonne note. Si tu as une bonne note, tu verras, on va faire ça, on va aller au parc ce week-end, enfin, des choses comme ça. Bon, moi, je parle de la manipulation à plus grande échelle. Il y a le manipulateur. Son but à lui, c'est vraiment de tirer profit et d'assouvir en fait son besoin. Il veut tellement quelque chose qu'il va manipuler fortement la personne pour assouvir son besoin, sa pulsion, qui est totalement différent du pervers narcissique qui lui ne veut pas assouvir sa pulsion. Lui, son désir et son besoin, c'est de détruire la personne qui est en face parce que c'est ça qui va le nourrir. Son mal-être, son malheur et sa destruction va lui redorer son image. Parce que être avec un pervers narcissique, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais je l'assume. Un pervers narcissique ne peut pas agir et rentrer en jeu s'il n'y a pas quelqu'un qui répond en face. Et les deux personnes, hommes, deux hommes, ça, c'est pas le sujet. Les deux personnes ont une faille narcissique tous les deux. C'est-à-dire que autant la personne, elle aura depuis son enfance certainement un problème avec son image, mais le pervers narcissique n'a aucune confiance en lui, n'a aucune estime de lui-même, qui n'est pas pareil la confiance et l'estime, aucun amour pour lui, et il a un problème avec son image. C'est pour ça que très vite, très rapidement, il a vrillé aussi dans ce jeu de perversion. Donc il n'y a pas de manipulateur sans personne en face, mais il n'y a pas de pervers narcissique sans une autre personnalité avec une faille narcissique qui sera sa victime dans son jeu. Donc c'est bien de faire le distinguo entre ces deux personnes-là. Euh, Pourtant, euh, tu parles de deux failles narcissiques, mais il y en a une qui va être une victime et l'autre qui va être c'est le harceleur, quoi, en gros, celui qui va avoir l'ascendant sur l'autre personne. Ça peut être une femme qui a l'ascendant sur un homme, comme un homme qui a l'ascendant sur une femme. Hein. Ah oui, oui, j'insiste bien. C'est vraiment les deux sexes sont touchés. Alors, selon les études, quand même, il y a quand même plus de pervers narcissiques hommes. Mais après, est-ce que c'est parce que les hommes n'ont pas osé témoigner, porter plainte, répondre à ces questionnaires-là par honte? Ah non, mais moi je suis un homme, je peux pas être soumis, si je puis dire, à une femme. Donc, mais en tout cas, dans les statistiques et les études qui sont faites aujourd'hui, il y aurait plus d'hommes. Donc, comme j'expliquais, il y a forcément le pervers narcissique et la personne en face ont tous les deux une faille narcissique, ils ont un problème avec l'image d'eux-mêmes, etc. Mais il y en a un qui va aller dans je sais pas si vous connaissez le triangle dramatique de Karpman, chacun a son rôle dans ce triangle, et il y en a un qui va rentrer dans son jeu psychologique de prédilection, c'est-à-dire le côté victime, pour certains qui sera soumise, mais j'aime pas ce mot soumission. Mais ça, ce n'est que moi. Et le pervers narcissique, dit narcissique, va aller dans sa position de prédilection qui sera le persécuteur. Ce que tu appelles le harceleur, je l'appelle le persécuteur. Et chacun va occuper euh, son rôle. Mais ce qui est intéressant pour le pervers narcissique, je vais parler de ce que j'ai pu voir moi. Le pervers narcissique, qui est très malin, va séduire sa proie. Mais pareil, c'est un mot que j'aime pas trop, mais tout le monde l'emploie, donc bon. Il va séduire sa proie. Il va séduire soit en la flattant, mais aussi en jouant. Il va rentrer dans le jeu
en position de persécuter, de victime. Voilà, moi, mon ex, elle m'a fait ci, mon ex, elle m'a fait ça, et puis ma mère, petit, elle m'a fait ci, j'ai eu une enfance dramatique, je suis malheureux, je vois plus mes enfants. Enfin bon, vous voyez tous les plein de façons de rentrer en jeu. Moi, personnellement, ayant vraiment le syndrome du sauveur, maintenant ça va mieux parce que j'ai compris pourquoi j'étais la sauveuse de tout le monde, mais ayant le syndrome du sauveur, moi j'étais la proie typique d'un pervers narcissique. Je voulais sauver, comme à mon habitude. Mais une fois que la personne a rempli, elle a séduit sa proie, elle va passer dans un autre type de jeu, et là elle va pouvoir entrer, si je puis dire, en action. Elle va rentrer en action de persécuteur, mais parfois elle va passer en sauveur parce qu'elle va sauver, aider la personne. Ah, mais tu n'es pas bien aujourd'hui, mais attends, viens avec moi, viens chez moi, je vais t'aider, ma pauvre, dis-moi tous tes secrets. Confie-moi tous tes secrets, ne t'inquiète pas, ils seront bien gardés, j'en parlerai à personne. Dis-moi tout. Comme ça, plus tard, de longues semaines après, années, mois, tout dépend de la personne, je m'en servirai contre toi de ces secrets. Enfin voilà, le pervers narcissique, tout ça pour dire, il va aller dans toutes les catégories, mais il rentrera pas en tant que persécuteur. Sinon, personne va aller vers un persécuteur. Il va séduire par plein de façons. Ça peut être par son métier, pour certaines femmes, peut-être par la richesse. Bon, ça c'est pas mon cas. Par la beauté, le charisme. Parce que moi, je pense quand même, mais j'en suis même persuadée, un pervers narcissique a beaucoup de charisme. Tous les pervers narcissiques, ce sont que des personnes différentes, mais ils ont quasiment tous le même schéma. Comment ils attaquent, comme tu dis, ils sont tous persécutés au bout d'un moment. Et après, il y en a certains, par exemple, ils vont commencer à isoler leurs victimes, leurs proies, de tous les amis qu'ils ont. Comment ça se passe réellement? Et dans ton cas, comment ça s'est passé à toi? Je dirais que déjà c'est en m'attaquant physiquement sur mon physique à moi. Parce que moi je l'ai jamais caché. J'ai eu beaucoup d'hommes, je sortais avant, je m'apprêtais beaucoup, j'aimais beaucoup, je prenais beaucoup soin de mon image. Et donc en entendant régulièrement, notamment lors des disputes, que j'étais une PUTE, que je valais rien, que j'étais une merde sans lui, etc. Alors la première fois c'est violent. Mais quand tu l'entends tout le temps, mais tu vas pas sortir comme ça, mais t'es pas belle quand t'es maquillée, les talons ça te va pas, c'est pas beau. Enfin moi en tout cas j'ai commencé à m'habiller, à déjà enlever les talons, à part s'il était là et qu'on sortait. Mais sinon j'ai arrêté de m'habiller comme je pouvais m'habiller avant. Le maquillage ça a été très restreint. Puisque de toute façon j'étais pas belle. Ça a été des attaques sur le physique. Alors même si à ce jour ça peut le faire rire, moi quand on me dit tes poignées d'amour ça ressemble à du gigot d'agneau ou quelque chose comme ça, moi qui a eu des problèmes alimentaires quand j'étais plus jeune, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, pour moi le physique et la minceur et les attaques sur les kilos, c'était quelque chose qui me heurtait vraiment et qui pouvait me faire très mal. Donc les attaques sur le physique et mon poids, ça me touchait. Donc ça, petit à petit, ben je m'éloignais des gens. Mais j'ai avancé sur mon analyse à moi. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi aussi? Dans ça qui est pas ma responsabilité, c'est moi qui m'éloignais des autres. C'est aussi moi qui me suis éloignée des autres parce que vu que je me trouvais de moins en moins belle, que je voyais inconsciemment que je changeais, est-ce que j'ai pas voulu fuir les autres? Déjà parce que j'avais plus rien à raconter d'autres que des disputes, des machins, des trucs, des tromperies. Bon, ça c'est un autre sujet, mais euh, j'en avais marre de parler de ça. Et je voulais que tout le monde pense que tout va bien, et donc j'en pouvais plus de mentir. Donc c'est moi aussi qui me suis éloignée des autres. Voilà. Et puis j'étais tout le temps avec lui. Donc, c'est quand même quelque chose qui... Il a eu une emprise sur toi, c'est-à-dire que c'est pas lui qui te dictait tes choses, Ouais. les choses à faire, mais il te forçait, là on est dans la manipulation pure, hein, il te forçait à agir de la manière dont il voulait. Et non, il va pas forcer. C'est là où un pervers narcissique est très fort. Il n'a pas besoin de forcer. Une fois qu'il est dans, il y a qu'une victime, on va dire, il y a qu'une fille ou un mec qui a connu un pervers narcissique qui peut comprendre ça. C'est que personne, enfin, en tout cas, il m'a pas forcé, il m'a pas mis un flingue sur la tempe en disant tu vas t'habiller comme ça. C'est qu'ils sont très très forts, déjà très intelligents. Un pervers narcissique, ne croyez pas que c'est un idiot. C'est une des personnes les plus intelligentes. Enfin, moi, en tout cas, c'est le plus intelligent que j'ai rencontré parce qu'il a pas besoin de te forcer. Il va tellement tous les jours te répéter des choses, te dire des phrases que toi-même,
tu vas te dire, mais je suis une merde. Sans lui, je suis rien. Je suis pas belle. C'est vrai que j'ai ci, j'ai ça, j'ai... D'où ce que tu disais tout à l'heure, qu'au départ, il veut tout savoir sur toi pour savoir où taper. Oui, exactement. Tes faiblesses, tes failles, même si la personne ne le reconnaîtra jamais, il faut savoir que c'est une maladie. Et un pervers narcissique, même qui est obligé par la justice d'aller consulter, tous les psys te le disent, tu peux pas le faire changer. Enfin, tu m'as dit, toi, une fois qu'il y en avait un dans le monde, je crois. Moi, j'ai même un doute sur lui, mais c'est une personnalité qui est comme ça, qui s'est construite comme ça, par un passé difficile, attention. Hein. C'est des personnalités qui ont eu un style d'attachement très ambivalent, très compliqué. Donc, c'est des gens qui ont souffert. Moi, je remets pas en cause ça. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, mais c'est des gens qui ont certainement beaucoup souffert, qui se sont construits comme ça. Pour moi, c'est des personnalités. Tu peux aller 100 heures chez le psy. Il essaiera de manipuler, de séduire son ou sa thérapeute, même si c'est du sexe, du même sexe que lui. Il essaiera, parce qu'il est continuellement dans la séduction de son entourage, de ses amis, des nouvelles personnes qu'il rencontre. Et son image, c'est capital. Mais c'est capital pourquoi? Parce qu'au fond de lui, son petit cœur d'enfant n'a aucun amour pour lui. Il est pas beau, il sert à rien, donc il a besoin de quelqu'un d'autre pour prendre sa lumière. D'ailleurs, souvent, c'est des gens qui vont vers des femmes, voilà, avec du charisme ou qui ont une forte personnalité, qui n'ont pas confiance en elles et qui ont des failles, ça c'est autre chose. Mais il faut qu'elles aient quelque chose à lui apporter. Si elles n'ont rien à lui apporter, enfin moi je dis souvent que c'est des gens qui vont prendre la lumière là où ils ne l'ont pas eux-mêmes puisqu'ils ont que de l'ombre. Et ça c'est moi et ma vision. Ils sont tellement noirs qu'ils ont besoin de quelqu'un pour briller à leur place. Il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est que quand la victime se réveille, entre guillemets, ou s'aperçoit de là où elle est, c'est très difficile à elle de s'en sortir. Et quand elle va en parler, les gens autour, bien souvent ne la croient pas parce qu'ils disent, ah, mais lui ou elle, c'est impossible. C'est pas possible qu'elle puisse faire ça. Enfin, je la voyais pas comme ça. Enfin, il y a vraiment des doutes qui sont émis par rapport à ces personnes-là, même si on apporte des preuves. Alors, moi, si je puis dire, dans mon histoire, là où j'ai eu de la chance au niveau juridique, preuves, etc., c'est que moi, il y a eu de la violence en plus. Donc, mes amis, enfin à l'époque, j'en avais vraiment une qui était témoin, une ou deux qui étaient vraiment témoins de quand j'étais fracassée le lendemain, parce que c'était physique. Donc, moi, les preuves, mais par contre, elles sont tombées des nues. Oh, mais ça en est arrivé jusque-là. On le, on l'aurait jamais, parce que c'est souvent des personnalités très, enfin, en tout cas, je vais parler de ce que j'ai vu, très calmes, sympathiques, drôles. Tu vas faire des super apéros, barbecue. Tu vas rigoler avec ces personnes parce qu'elles sont séduisantes et elles séduisent l'entourage. Donc, elles sont tombées des nues, mais elles m'ont cru. Par contre, je sais que pour son entourage, c'est pas possible. Je pense que j'ai menti, quoi. J'ai affabulé et voilà. Par contre, je sais que pour des personnes où il n'y a pas de violence en plus, j'ai entendu des témoignages de partenaires dire, mais personne me croit. Et je pense que ça, c'est horrible pour la personne qui le vit. Quand tu sais ce que tu vis tous les jours, mais sa famille ne te croit pas, il te traite de folle. Ah bah oui, parce que tu es une folle, hein, ça voilà, tu l'entends tous les jours, mais t'es complètement cinglée, t'es folle. Mais si tu me permets, il y a une anecdote que j'ai racontée dans mon livre, que je raconte souvent parce que c'est pour vous montrer l'exemple d'un pervers narcissique sans tomber dans la violence. Moi, je me rappellerai toujours, bon, suite à une dispute, j'étais chez moi et la personne était chez lui et on va dire qu'il y a quand même 20 bonnes minutes de trajet, mais on est parti sur un jeu, je sais plus si c'est Saw, le film, ou je sais plus quel film d'horreur, où t'as un décompte. Et on n'était pas. Il m'a dit, tu as 15 minutes et pas une minute de plus, pas une seconde de plus pour arriver. Donc je pars de chez moi. Je me dis, mais comment je vais faire? Il m'a dit, perds pas de temps. Le décompte a commencé. L'horloge, il m'envoyait les captures d'écran de l'horloge. Donc je prends ma voiture, je traverse l'autoroute, la L2, le machin. Bon bref, chose à ne jamais reproduire. Je respecte pas trop le code de la route sur ce moment-là parce que je savais qu'il allait pas m'ouvrir et qu'il rigolait pas. Même si pour vous ça peut être une blague ce jeu à la noix, mais je savais que c'était pas une blague. Je suis arrivée à 16 minutes 34. Donc je savais, j'ai sonné, je savais que j'avais 1 minute 34. Désolée, le temps est écoulé. J'ai dit non, je t'en supplie. Je l'ai supplié en pleurs, crise d'angoisse, tout ce que tu veux à l'interphone. J'ai dit, ça va, j'ai dépassé que d'1 minute, enfin, voilà, j'ai fait des trucs sur la route. Je t'en supplie. Non, tu peux rentrer chez toi. Le temps est écoulé. Je reprends ma voiture, je rentre en pleurs. Et au milieu du chemin, mais t'es où?
Ben, tu m'as dit de rentrer, parce que moi, à ce moment-là, complètement soumise, et je le reconnais, très soumise à ce moment-là, bah, tu m'as dit de rentrer, tu m'as pas ouvert, je suis repartie. Bah, c'est bon, tu reviens maintenant. Et j'ai refait demi-tour, et je suis allée, et voilà. Et en fait, je suis rentrée sur la pointe des... J'ai même pas dit, mais tu te rends compte que... Rien. J'en ai plus jamais parlé. Mais pour moi, cette anecdote, jusqu'à aujourd'hui, elle me marque, tellement j'en parle dans mon livre, parce que, en fait, c'est... Tu dis ça à quelqu'un de, on va dire, de structuré mentalement, il te dit, mais j'ai dit, moi, le mec, il me dit 15 minutes, mais il va se faire voir, je viens le lendemain. Mais moi, j'étais là, oh, non, il faut pas que je dépasse. Et je l'ai supplié en bas de m'ouvrir. Je comprends ce que tu dis parce que quand s'il l'avait fait dès le premier jour, ça, tu aurais dit, tiens, fou, Oui, c'est ça. forcément. Mais insidieusement, il a pris ses aises, il a eu cet ascendant psychologique sur toi aussi. Donc, à un moment donné, ça devient normal. C'est comme quand l'expérience que j'ai dans ma famille, c'est que la phrase, moi, qui m'a choqué, c'est il me tapait, je disais rien, et je me disais que je méritais et qu'il avait raison, en fait, de me taper. Et c'est là où on se dit quand même, et qu'on peut comprendre ce qui arrive quand même un peu à réfléchir, parce que des fois on a la réflexion, mais pourquoi elle s'en va pas, pourquoi elle fait passer, elle fait pas... C'est qu'il y a une vraie emprise psychologique chez les personnes victimes de ces gens-là. Et ça se fait pas comme ça, c'est pas un truc qu'on fait la première fois, c'est sur du long terme, et qu'à un moment donné, les victimes sont vraiment dépendantes ou se sentent dépendantes de ces gens-là. Mais j'étais tellement la proie facile, quoi. Moi, si vous avez suivi un petit peu les vidéos depuis le départ, au vu de mon parcours personnel et de l'image de moi que j'avais, la non-confiance en moi, je me détestais. Moi, je me dégoûtais. J'ai eu des gros problèmes alimentaires. Bon, bref. Euh, je me détestais tellement que de toute façon, j'étais déjà une merde dans ma tête depuis ma naissance. En fait, je me détestais déjà. Donc, il n'est arrivé que pour renforcer cette image que j'avais de moi-même. Je me disais, bon, mais c'est ma faute, de toute façon, c'est toujours notre, enfin, voilà, c'est toujours notre faute. On l'a mérité. Mais moi, je me rappelle tellement de fois où j'ai dit, pardon, mais pardon, excuse-moi, je t'ai mis en colère. Pardon, c'est ma faute. Moi, je sais que je lui ai repayé 2 téléphones. Parce qu'il avait cassé les téléphones, il était spécialiste de casser, il a cassé 3 téléphones. Je lui ai repayé les téléphones parce qu'il en avait besoin pour son métier, il est dans l'image, machin. Il en avait besoin, non. Le lendemain, oh mon Dieu, mais comment tu vas faire pour travailler? Non, viens, on va, je vais t'acheter le téléphone. C'est ma faute, je t'ai mis en colère. Mais j'étais en pleurs en plus contre moi-même. Je t'ai fait casser le téléphone, je vais te le racheter. Donc, mais quand je me revois avec du recul, je me dis, enfin, aujourd'hui, c'est même pas en rêve, mais personnellement, moi, j'avais besoin de cette personne-là qui est arrivée à au paroxysme de l'horreur quand même, parce que s'il n'était pas arrivé, j'aurais continué avec combien de gars comme ça, voilà. Et je me dis, là, après lui, il a failli un petit peu comprendre pourquoi et comment on en arrive là quand même. Parce que moi, quelqu'un qui me dit, j'ai rencontré un pervers narcissique, je sais pas pourquoi, bah, voilà, moi je m'aime, etc. J'ai personnellement du mal à y croire. Je pense qu'on peut s'aimer en façade, être super apprêté, machin. Oui, moi j'ai confiance en moi. À l'intérieur de toi, je pense qu'il y a une faille narcissique voilà, de ton image. Une fois que tu as décidé, que tu t'es rendu compte dans la situation dans laquelle tu étais, où tu as pris tes décisions, ben, de dire stop, en fait, de dire c'est bon, je ne veux plus subir tout ça, parce que tu as subi des choses, comme on l'a dit, physiques et psychologiques. Qu'est-ce qui t'a aidé, ou bien à trouver ton chemin pour arriver au but dans lequel tu es aujourd'hui, c'est-à-dire euh, retrouver goût à la vie, enfin, vivre pour toi et ton fils aujourd'hui, quoi. Je suis pas partie parce que je l'ai décidé un matin en me réveillant. Déjà, moi, c'était différent. Il y avait aussi de la violence. Donc, tu pars pas comme ça du jour au lendemain. Ça se prépare un peu en amont. Moi, il y avait la police qui s'en était mêlée. Le procureur avait été saisi pour violence en présence d'un mineur.
Parce que comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'avais les services sociaux sur le dos. Mon fils avait dû s'enfuir par la fenêtre. Enfin bon, je vais pas recommencer le délire, mais j'avais quand même le procureur qui avait été saisi pour violence en présence de mineurs. Donc là, je me suis dit, mince, en fait, là, on rigole plus. Enfin, c'est plus vous deux. C'est, tu risques de perdre ton gamin. Et mon fils, c'est ma vie. Puis, ça avait développé chez lui. Au-delà de ça, il faut penser aux enfants. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai travaillé sur moi pour la culpabilité, mais pendant longtemps, je m'en suis voulu parce que ça a développé chez lui des troubles anxieux énormes. J'avais 5 minutes de retard. Ah, maman, elle est morte. Il avait toujours peur pour moi. À ce jour, il se croit un peu le chef de famille. Il veut s'occuper de moi, veiller que je vais bien, qu'il m'arrive bien rien. Dès qu'il entend un bruit, par exemple à la maison, il dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a. Enfin, ça a vraiment développé des choses chez lui et je pense que ça fera partie de notre histoire à vie, ça. Donc ça a été très long, pendant plusieurs mois. Mais je suis partie longtemps sans dire à personne où j'allais. Et puis, moi, j'ai pris des habitudes de vie. C'est-à-dire que, bon, j'ai arrêté de me prendre en photo, mais aussi pour tout ça, je ne disais plus par message mes nouvelles adresses. Je disais jamais par message. J'étais devenue parano, mais pourquoi? Parce que j'avais eu un truc sur mon téléphone pendant X temps et je ne m'en suis aperçue que après. Il savait les sites internet que je consultais, les messages que je recevais, ce que je disais à X ou Y. Il savait tout parce qu'il avait pu rentrer quelque chose sur mon téléphone. Et moi et l'informatique, ça fait 18, donc voilà, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais j'étais devenue parano. Et à ce jour, je t'avoue qu'il y a des choses qui ont complètement changé chez moi. C'est-à-dire que je suis toujours parano du téléphone. Ça m'ennuie si je dois dire une adresse par message. J'ai pu peut-être le faire, mais j'en suis malade parce que ça m'est resté. Je ne vais pas me prendre en photo avec un truc reconnaissable derrière pour pas dire où je suis. C'est vrai que dans la rue, s'il y a un homme qui s'approche un peu trop près, c'est le stress post-traumatique. Même si aujourd'hui ça va, il y a des choses qui me marquent à vie. C'est que 95% de ton cerveau, tu l'imagines de ce qui se passe. Tu imagines le scénario qui pourrait se passer par rapport à cette personne. Mais tu affabules. Sauf que c'est comme ça que tu te construis après. C'est très long et très difficile, je pense, de s'en défaire. Et moi, je sais que voilà, il y a un homme qui s'approche un peu trop près, ben, je vais changer de trottoir ou voilà. Enfin, je pense que ça a développé une certaine paranoïa chez moi et j'ai appris à vivre avec. Comment toi tu te sens aujourd'hui? Comment tu vois ta vie présente et ta vie future? Suite à mes expériences depuis ma naissance, on va dire que la confiance en l'être humain, j'ai appris à travailler depuis que quand même je suis dans le développement personnel, machin, j'ai appris à travailler sur ça, mais j'aurai jamais à 100% confiance en l'être humain et je l'assume, je sais qu'il faut pas le dire, machin, je m'en fous. J'aurai jamais, je pense, à 100% confiance en l'être humain. Ça a fait que j'ai toujours été proche des animaux, mais alors là, depuis quelques années, on va dire que je suis à fond côté des animaux parce que ils sont toujours loyaux et ne te veulent jamais de mal. C'est plutôt l'humain qui fait du mal aux animaux. Donc voilà, je me suis assez éloignée de l'être humain. J'ai mon petit groupe très restreint d'amis, fidèles que je peux appeler jour et nuit. J'ai appris à me connaître. Je me connaissais pas du tout. J'étais dans la codépendance affective totale. Moi, je pouvais pas passer une heure toute seule. J'allais vers n'importe qui. Aujourd'hui, j'ai découvert en fait que j'étais solitaire et que j'adorais être seule chez moi sans bruit. J'aime pas le bruit. Alors que moi, je mettais toujours la musique, la télé pour avoir un bruit, pour avoir quelqu'un à côté de moi. Pas du tout. J'ai besoin de personne en fait aujourd'hui. Et mes animaux, mon fils, et basta. Et ma vie future, comme je l'ai expliqué, j'espère pouvoir être à nouveau maman. Et si je le suis pas, je continuerai ma vie tranquille. Mais c'est vrai que j'ai fui, moi, contrairement à d'autres qui ont pu se reconstruire avec un homme. Moi, j'ai pas pu. C'est vrai que à ce jour, ça fera 4 ans en juin. Je suis célibataire et honnêtement, je me revois pas en couple. Je dis pas plus jamais. Peut-être qu'à 60 ans, 70 ans ou à un mois de mourir, je me dis vas-y, j'ai pas envie de mourir seule parce que ça, c'est ma plus grande peur, mourir seule. Donc peut-être, mais aujourd'hui, j'ai pas confiance. Je le reconnais. Mais en même temps, qui aurait confiance comme ça avec mon passé? Et toi, pour la personne dont tu parles, de ton entourage, parce que moi, j'ai pas réussi à transcender la chose et à me remettre en couple, mais en fait, ça c'est moi. Moi, je suis sûre qu'il y en a qui arrivent voilà, à transcender l'expérience. Ben, c'est vrai que le parcours est complètement différent, puisque la personne dont je te parle, elle a pris la décision de s'en aller à un moment donné, parce que c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais vous avez des similitudes, dans le sens que, à un moment donné, comme tu parles de soumise, oui, c'est ça, elle était sous son emprise.
complètement. Et tu avais beau lui dire plein de choses, et puis même des fois lui montrer, lui prouver, elle te disait oui, 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 mais non, en fait, c'était très compliqué. Donc euh, aujourd'hui, elle s'en est sortie, ça a mis son temps. Elle a retrouvé quelqu'un avec qui faire sa vie, qui est très très bien, qui est aux antipodes de ce qu'était l'autre. Donc ça, c'est très positif. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une blessure, on n'en guérit pas réellement. Tu parles d'expérience, oui, c'est une expérience malheureuse de vie, mais qui l'a fait grandir. Je pense qu'on n'en guérit jamais. On vit avec. Soit on arrive à vivre avec ça, avec ses blessures, ses fêlures et ses doutes, puisque de toute façon, il y aura toujours ces doutes-là. Les gens comme ça, comme on l'a dit, ils savent où taper. Et de toute façon, ils voudront toujours avoir une certaine influence sur toi, direct ou indirect. Donc, je pense que la personne dont je te parle, aujourd'hui, ça va. Elle est bien. C'était la meilleure décision qu'elle ait prise de sa vie. Et elle le dit. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de blessure. Et qu'elle n'a pas de cicatrice. Et c'est là où après, il faut que de ce que je vois, toujours faire attention, dès que ça va pas, peut-être aller voir un professionnel aussi, tu vois, pour recadrer les choses. Et parce qu'il y a les professionnels comme les psychologues, tout ça, ils guérissent pas, hein, ils donnent juste les clés aux gens pour pouvoir avancer dans leur vie. Et si on n'a pas ces clés, des fois on peut pas ouvrir des portes. Donc il faut aller voir ces gens-là et surtout les choisir aussi et aller chez la bonne personne. Je sais que moi, j'en ai vu des thérapeutes dans ma vie, enfin des psys dans ma vie, j'en ai vu. Et vraiment, suite à donc ma séparation, j'ai trouvé une super psychologue qui m'a beaucoup aidée, euh, qui quand même, je pense, qui avait déjà bossé sur la violence faite aux femmes et qui était touchée par ce sujet-là. Ça, c'est important. Et c'est important de voir quelqu'un qui nous parle. Enfin, voilà, parce qu'on peut aller voir le meilleur des psys. Alors, psychanalyste, j'ai du mal. Psychanalyste, petite parenthèse, c'est le mec qui vous fait asseoir sur un divan, il parle pas, il vous regarde pendant 1 heure. Moi, là, je crois que je m'endors ou je me barre. Donc, mais il faut aller voir quelqu'un qui nous parle, parce que celui qui va me parler à moi ou celle qui va me parler va pas forcément être bon pour tata, tonton, la voisine. Donc, il faut vraiment aller voir la personne qui nous parle. Et tu as raison que le meilleur psy, il peut être super. Mais il faut aussi dire que si toi-même, tu n'es pas prête à ce moment-là, mais en fait, le meilleur psy va rien pouvoir pour toi. Il pourra pas t'aider. Comme tu dis, il va parler, il va te donner des clés. Mais si toi, t'ouvres pas les portes, il va pas les ouvrir à ta place. Parce que il va pas, c'est pas un sauveur. Il est pas là pour te sauver. Ne vous arrêtez pas sur les préjugés, tout ça pour dire. Et oui, elle est comme ça, elle est froide, elle est hautaine. Vous savez pas pourquoi elle s'est forgée une carapace, pourquoi elle est comme ça. Vous savez pas. Ne jugez pas sans savoir. Essayez ou n'essayez pas, mais ne jugez pas.